Sokonush! Oh my God! Amis internautes, bonsoir. Pour ce vendredi 19 décembre 2025, qui sera l'avant-dernière émission de l'année avant que nous prenions quelques vacances, nous recevons mon jeune confrère Alexandre Pénas, que vous connaissez tous puisqu'il est journaliste et fondateur du média Kairos. Bonsoir Alexandre, bienvenue, heureux de te voir. Bonsoir Eric, c'est un plaisir partagé. Alors, Et Alexandre, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, évidemment. merci. J'en profite pour saluer Sam Léo qui modère le chat et Caroline, et puis les amis internautes qui nous suivent régulièrement. Alexandre, tu es parti avec Claude Janvier, Lucien Cerise et quelques autres, me semble-t-il, dans le Donbass il y a quelques semaines de cela. On avait fait une émission avec toi, avec Lucien et Claude, où on a pu parler un peu de votre séjour là-bas. Toi, tu as réalisé un film donc sur ce voyage et tu vas nous en parler. Ouais, alors on est parti en septembre. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de partir et qu'avec Lucien d'abord, on attendait ce moment du press tour invité par Novy Novosti, un journal russe, un média russe. Et puis finalement ça s'est pas fait, ça devait se faire. Et puis peu de temps avant, on s'est dit, ben, en septembre, il y a un nouveau tour qui s'organise. Et jusqu'au dernier moment, parce que c'est compliqué, en maintenant quand on est européen d'aller en Russie, c'est pas facile. La Russie aussi se méfie d'une certaine manière, hein, à juste titre. Et donc, grâce à Lucien Cerise qui m'a coopté, qui a conseillé, aux organisateurs, de m'inviter, j'ai pu partir et je suis arrivé. Date, prophétique, le 11 septembre. Je suis arrivé le 11 septembre, 2025 donc, à Moscou, pour un voyage d'une quinzaine de jours, notamment, pas mal de jours dans le Donbass, à Moscou et à Nijni Novgorod, qui est à 400 kilomètres à l'est, 400-500 kilomètres à l'est de Moscou. Et c'était, fantastique. Alors je n'ai pas fini ce documentaire, je suis en plein montage, et je t'explique et j'explique à ceux qui nous suivent, je suis pas parti dans l'idée de faire un documentaire. Mais étant donné que je pouvais pas partir avec mon caméraman parce que les moyens quand même étaient limités puisqu'on était une dizaine là-bas, on venait de partout. Heu, j'en ai parlé à un ami, je lui ai dit: «Mais qu'est-ce que je fais? Je peux pas prendre de caméra, moi je vais pas prendre une grosse caméra, commencer à filmer, c'est pas mon j'ai pas envie d'apprendre ça maintenant, c'est pas mon domaine». Il me dit: «Écoute, prends une petite», je fais c'est pas de la pub, «Prends une petite DJI», c'est une petite caméra comme ça, qui tourne, sur elle-même. Je vais même vous la montrer parce que c'est fantastique pour faire des petits films. Et je suis parti avec ça et j'ai commencé à filmer, d'ailleurs, mes amis Lucien Cerise et Claude Janvier peuvent le savoir, c'est vraiment un petit truc comme ça, ouais, c'est ça. Et j'ai commencé à filmer, tout. J'ai filmé dans le minibus qui nous conduisait pendant 18 heures dans le Donbass, j'ai filmé les gens, j'ai filmé, et je suis revenu avec ça et j'ai rencontré, un ami réalisateur, qui je peux pas dire son nom parce que il a envie encore de il a pas trop envie d'être grillé puisque quand on bosse avec Keros et avec moi, beh, on est vite, dire on est catalogué par le pouvoir, et donc je travaille avec lui, je suis en train de monter. Alors évidemment, il râle un peu parce que quand tu es vraiment un cinéaste, ce que je ne suis pas, tu dois prendre des plans de coupe, des plans 3/4, des trucs et donc il dit: «Merde, il va falloir s'arranger avec ça». Donc il va avoir un certain style, mais je pense qu'on peut faire un truc vraiment, vraiment très bien. Et pour te dire à quel point on peut être emmerdé, quand, on travaille pour Kairos, je vais vous donner à tous un simple exemple.
Il y a une illustratrice qui fait des illustrations fantastiques, Uncanny Bay dans le journal Kéros et récemment elle a postulé pour, une organisation qui s'appelle ZINTV. Je le dis et j'ai aucun problème de le dire, ça s'appelle ZINTV. Je les connais bien puisque à l'époque où Daniel Mermet était venu en Belgique, j'avais été, invité, j'avais mangé avec eux pour rencontrer Daniel Mermet, et cetera et elle postule et elle a l'honnêteté de dire qu'elle fait des illustrations sous pseudo pour Kairos. Elle postule dans cette organisation de gauche, qui fait du cinéma et ils ont dit ils ne l'ont même pas reçue. Ils ont dit: «Si vous faites des illustrations pour Kairos, nous ne voulons pas vous recevoir». Donc et ça vient de la gauche, hein. Donc voilà, digression juste pour dire que, la bien-pensance de gauche, hein et comme disait Pier Paolo Pasolini: «Le fascisme reviendra par la gauche». On est en train de le voir, heu mais fait des autodafés, condamne, bannit tous ceux qui ne pensent pas comme eux et donc c'est dangereux et donc ce réalisateur qui est en train de m'aider à faire ce film ne veut pas dire qui il est, mais on est en train de faire un travail qui est très excitant d'abord parce que ça change complètement l'écriture journalistique, dans un journal, ça change complètement de et c'est vraiment chouette de travailler avec des images et donc j'espère que ça va avoir un bon résultat. J'espère pouvoir le passer en Belgique, en France, dans les pays francophones et puis retourner surtout à Moscou. Et en Russie qui c'était la première fois que j'y allais, c'est vraiment une ville, le cœur de Moscou est assez fantastique. Les gens sont ceux que j'ai rencontrés sont très agréables, sont voilà, ont une authenticité qui me plaît et j'aimerais bien retourner pour passer ça là-bas aussi, et voilà, je c'est vraiment une formidable expérience. J'étais un peu long, Eric. Non, non, je t'en prie. Il faudrait peut-être faire un petit, historique, de la situation pour les gens qui ne suivent pas, l'actualité de près comme nous. Il faudrait rappeler à nos amis internautes, que les Américains, je mets ça entre guillemets, hein, parce que l'Amérique, c'est une auberge espagnole. Les Américains, les vrais, ce sont les Indiens. Tous les autres, ce sont des immigrés. Mais les Américains, par l'intermédiaire de Victoria Nuland, avaient déclaré publiquement que les États-Unis avaient investi 5 milliards de dollars Tout à fait. dans le changement de régime de Kiev. Ouais, Et les Américains ont investi 5 milliards de dollars sur des milices, en réalité, hein, puisque aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, ce sont des néofascistes, des néo-nazis. ouais, mais là, Eric, au fait, c'est Victoria Nuland qui, en novembre 2013, tient un discours en revenant d'Ukraine. D'ailleurs, elle commence son discours, elle dit: «Je suis un peu fatiguée parce que j'ai un jet lag, c'est la 4e fois ou la 3e ou la 4e fois que je reviens d'Ukraine». Donc elle était en train de faire des allers-retours, entre l'Ukraine et les États-Unis et elle explique devant, un parterre, invité par Chevron et Exxon, devant, et par, l'association, caritative de US Ukraine, elle explique, qu'ils ont, investi depuis, la fin de l'URSS 5 milliards de dollars. Mais entre-temps, moi j'ai trouvé un document, voilà et je c'est pas très compliqué, hein, mais où ils disent que depuis c'est 51 milliards. C'est sur, US Government où on trouve, depuis 2022 évidemment, ils ont mis le paquet. Donc là, c'est 51 milliards qu'ils ont investi et puis on sait que Soros aussi, on a trouvé des vidéos où Soros, déjà avant, la fin de l'URSS et dès 88-89 et même je crois 87, commence à investir de l'argent dans les mouvements, d'opposition en Ukraine. Donc ça date évidemment depuis longtemps. Il faut rappeler l'histoire, Eric, c'est essentiel. Il faut surtout rappeler que la guerre ne commence évidemment pas en 2022 et on se rend compte à quel point la propagande fonctionne bien, quand on voit qu'il y a des gens qui pensent encore ça, c'est qu'elle commence en 2014, mais la haine atavique, du slave, du russe commence, je dirais à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale où progressivement on les années passant, on le il s'établit un renversement entre la connaissance, des réels libérateurs de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les Russes, où, l'Américain prend dire ça fait vraiment comme ça, quoi. Au début, on savait que c'était les Russes et puis petit à petit, c'est devenu les Américains. Ils nous ont fait des films. On sait que le Pentagone, finance le cinéma américain et donc on en est venu dans un Truman Show où,
les gens gobent et répètent ce qu'ils disent avec l'idée d'une Russie, totalement, rustre, barbare, belliqueuse, alors que c'est pas du tout ça, le cas et je suis c'est d'une tristesse infinie de ne pas être beaucoup plus proche de nos amis russes qui ont énormément de choses à nous apprendre et qui nous apprécient aussi énormément. J'ai rencontré des gens, qui étaient heureux qu'on soit là et qui étaient heureux qu'enfin des journalistes, viennent écouter ce qu'ils ont à dire, heu et ramènent cette parole, heu, en Occident. Donc on peut dire que clairement, ceux qui ont provoqué ces événements, ce sont les occidentaux. Ouais. Poutine ne s'est pas levé un beau matin puisqu'il a, semble-t-il, patienté près de 8 ans. Pendant 8 ans, les populations du Donbass ont été, bombardées par, leurs, compatriotes de Kiev Mmh. et les habitants du Donbass sont essentiellement russophones. 8 ans, de patience, 8 ans à entendre des appels au secours des gens du Donbass. Donc il a mis le temps avant de réagir, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, ouais, Mais tout à fait. si on pouvait, établir un parallèle entre Gaza et l'Ukraine, ici, on nous fait croire que tout a commencé, en 2022 avec la Russie et les sanctions qui sont tombées sur la tête de la Russie dépassent l'entendement. Mais par contre, pour, Gaza, Le on 7 explique octobre, ouais. aussi que l'histoire a commencé, le 7 octobre. Donc on oblitère, les 75 années, précédentes, qui ont vu, au fond des 7 octobre se produire chaque semaine sur le dos des Palestiniens. Parce que, les massacres des Palestiniens n'ont pas commencé le 8 octobre. Malheureusement, cela fait une vie que ça dure. Et là, bizarrement, nos gouvernements ne trouvent rien à dire. Au contraire, ils regardent ailleurs. Ils regardent en direction de Moscou, qui affronte en face une armée. Dans le Ouais. cadre de Gaza, on ne peut pas dire que ce soit le même scénario. C'est une armée qui massacre des populations civiles sans défense. Alors, tu es allé, toi, dans le Donbass. Quel, quel est le témoignage que tu peux nous donner ce soir? Comment les Alors, gens ouais, justement, une similarité avec perçoivent la Gaza, c'est situation? la si le ce qui aurait pu être similaire avec Gaza, heu, c'est que, sans l'aide, sans le soutien, sans l'opération militaire, spéciale de la Russie, ceux que j'ai rencontrés me disent qu'ils auraient été massacrés. Ils ne seraient plus là. Donc on pourrait dire que le point commun, si il n'y avait pas eu l'intervention russe, c'est ça. On peut penser que si justement, les Gazaouis avaient pu être aidés par une intervention extérieure, ça ne serait pas passé. Mais on sait l'importance, le rôle, d'Israël au Moyen-Orient pour les États-Unis et le fait qu'on on a l'impression qu'ils ont un blanc-seing et qu'ils peuvent se permettre de tout faire, sans être jamais embêtés, en sachant quand même que Netanyahou a je veux dire, a un mandat d'arrêt qui pèse sur lui et que malgré ça, il continue, son petit jeu parce qu'on le laisse faire. Donc je dirais que j'ai rencontré des gens alors j'y étais qu'un jour, j'ai pas, on était libre, ça étonne certains, mais évidemment, il y avait un programme fixé, on se balade pas dans le Donbass comme ça, comme on veut. Le programme était aussi, réduit parce qu'il faut pas croire que dire le terrain et le front est moins dangereux qu'avant justement. Oleg qui nous accompagnait m'a dit à la fin: «Mais il y a des choses qu'on ne peut plus faire parce qu'on ne veut pas perdre un journaliste, occidental, invité, par, un journal russe, quand on fait ça». Donc on ne peut pas tout faire donc mais par exemple, quand j'ai rencontré Denis Pouchiline, donc celui qui, est le successeur, heu, d'Alexander, je sais plus le nom parce que c'est compliqué, qui a été tué, dans un café en 2018, si je ne me trompe pas, août 2018, dans un café de Donetsk, par une bombe posée évidemment par les Ukrainiens malgré que,
les médias, les fact-checkers occidentaux disent que c'est peut-être les Russes qui voulaient faire un règlement de compte. Non, pas du tout. Donc quand j'ai rencontré Denis Pouchiline en conférence de presse, je sais, j'y étais. On pouvait lui poser les questions qu'on voulait. J'avais ma caméra, on m'a jamais pris ma caméra en me demandant: «Mais qu'est-ce que tu as posé comme question? Qu'est-ce que tu as fait? Quoi tu reviens avec ça?» Donc évidemment, comme le programme était chargé, il fallait vouloir se lever tôt pour aller dans la rue poser des questions à des gens. Mais moi, j'ai mon collègue brésilien, il est parti un jour à 6 heures du matin, il est revenu à 9 heures à l'heure du rendez-vous et personne lui a dit: «Où tu vas? Qu'est-ce que tu fais?» Donc on était totalement libre, on n'a pas pris nos caméras et je voudrais dire à ceux qui auraient des doutes, heu, je veux dire, venez ici et essayez d'interviewer Ursula von der Leyen ou même, Kaja Kallas ou même quelqu'un d'en dessous ou même moi pendant le covid où j'ai essayé d'interviewer, des présidents de régions, en Belgique qui ont quand même un peu moins d'importance que, toute proportion gardée, que Denis Pouchiline, au Donbass qui est quand même le président, de République populaire de Donetsk, qui est composé de l'oblast de Donetsk et de Lugansk, donc c'est énorme. Mais moi, quand j'ai voulu interviewer des gens par rapport au Covid, des gens, je n'ai jamais pu. Donc on n'approche pas un politicien ici en Belgique et c'est la même chose en France. Macron, il est inapprochable, quoi. Les journalistes, tout est réglé. Donc il faut, on peut comparer la liberté d'expression et la liberté de parole qui a lieu en Russie, même si je dis pas que c'est parfait, qu'il y a pas de propagande il y en a partout, mais par rapport à nos contrées européennes où, il n'y a plus de liberté d'expression et quand on, défend la Russie comme Jacques Baud, on est, mis sur les listes noires de l'Union européenne, on a les avoirs gelés, parce que j'ai eu confirmation, les avoirs sont gelés, j'ai regardé là puisqu'on en parlait en off et on ne peut plus sortir du territoire, quoi. Moi, quand je suis parti en Russie, et quand je quitte, l'Union européenne, on me contrôle systématiquement physiquement. C'est-à-dire que normalement tu mets ton passeport, tu passes, bah, l'autre fois j'étais en Turquie et puis j'étais en Russie. Turquie, j'avais été quelques mois avant, on et c'était un voyage totalement privé, pour aller faire un trek. Je ne peux plus, on me contrôle physiquement, on me demande où je vais, on me demande mon adresse. Je dis: «Vous avez mon adresse quand même, j'ai mon carte d'identité» et quand je reviens, pareil. Donc je suis fiché, au fait et la douane là-bas m'a dit: «Mais allez vous renseigner à votre secrétariat, à votre commissariat de quartier». J'ai été, il me dit: «Je ne sais pas, je peux pas vous dire». Donc la sûreté de l'État m'a à l'œil depuis le covid évidemment, et depuis ma question notamment au ministre que j'ai emmerdé pendant presque, genre pendant plus d'un an. Et donc, on est fiché, on est puni quand on est je veux dire, on nous traite d'agents du Kremlin quand on fait notre travail de journaliste. C'est dramatique. C'est dramatique, ce qui fait que de plus en plus de gens, heu, aussi, doivent quitter l'Europe, parce que ça devient vraiment, c'est une prison à ciel ouvert, quoi. Tu le sais, Eric, je Oui, je le sais. donc, pour ta question, oui, beh, là-bas, j'ai rencontré, des gens qui avaient un tout autre discours. J'ai rencontré des gens qui j'ai vu des villes détruites. J'ai vu des tombes et des gens tués depuis 2014, notamment beaucoup d'enfants à Gorlovka, à Donetsk, heu, qui se sont pris des bombes, et des bombes de drone, hein. C'est la hantise là-bas, quand ils allaient à l'école, quand ils rentraient de l'école, quand ils jouaient dans une plaine de jeux, heu et par contre, de ce que j'ai vu, je n'ai vraiment pas senti de haine. Je n'ai pas senti une haine, vis-à-vis, des Ukrainiens occidentaux comme ils disent souvent. C'est-à-dire, tu as l'Ukraine du sud-est et tu as l'Ukraine occidentale, c'est-à-dire Kiev et jusqu'à la frontière ouest. Je n'ai pas senti de haine et j'ai senti plutôt un peuple et des soldats puisque j'ai rencontré le bataillon Maxime Krivonov dont tu viens de montrer la photo et le détachement Pushkar. Je n'ai pas vu de haine chez eux, j'ai plutôt vu des gens qui se défendaient, contre, une menace existentielle pour leur peuple. Heu et il faut savoir, c'est très dur à comprendre en fait, quand on est là-bas, c'est que dire quand on est là-bas, tu comprends, mais les gens ici ne comprennent pas. Les Ukrainiens que j'ai rencontrés, qui se disent se battre pour l'armée ukrainienne, en collaboration avec les Russes, se disent souvent ukrainiens, mais ont à la fois une identité, ils ont une carte d'identité ukrainienne,
mais ils ont un amour de la Russie, une culture slave et russe, qui fait qu'en fin de compte, si dans le Donbass, ils n'avaient pas été attaqués par leur gouvernement, hein, tu t'imagines? C'est comme si les germanophones de Belgique étaient attaqués tout d'un coup par le gouvernement de Bruxelles, quoi. Je veux dire le gouvernement belge, heu, basé à Bruxelles. S'ils n'avaient pas été attaqués, ils étaient très bien comme ça. Il y a une dame qui me dit, à Gorlovka, qui est enseignante pédagogue qui fait visiter un musée, elle me dit: «Mais moi, je défendais la ce qu'il y a de culture ukrainienne». Parce qu'il y a une culture ukrainienne aussi. Heu, je la langue ukrainienne qui est quasiment la même que le russe, je la parlais. Mais quand j'étais attaqué par mon gouvernement, par mon propre gouvernement, évidemment que c'est un phénomène normal et de défense presque psychologique. Évidemment que je me suis rapproché, des Russes et donc c'est ça que les gens comprennent pas. Il y a une On veut toujours qu'on se dise, «Tu dois être une telle identité, une telle» non, ils étaient ils se sentaient à la fois russes et à la fois ukrainiens, heu et donc souvent quand tu parles avec eux, ouais, on est l'armée ukrainienne de il faut voir la définition du bataillon Maxime Krivonos, hein. Ils se définissent comme armée ukrainienne, qui se bat contre le régime criminel du gouvernement de Zelensky. Ils se battent contre, l'impérialisme occidental, en fait, heu et je suis sûr, bon, moi, je mets plus les pieds à Kiev, évidemment, parce que c'est dangereux. Kiev est dangereux, beaucoup plus dangereux, que Moscou ou que le Donbass quand tu es pas, sur le front. Kiev, je mets plus les pieds, parce que s'ils me reconnaissent, j'ai pas envie de tomber dans les mains de groupes néo-nazis qui, on le sait très bien, on l'a vu dans le film notamment, de Paul Moreira, Les masses de la révolution, heu et puis dans les films d'Oliver Stone, Ukraine on Fire, heu, qui sont des je veux dire, c'est pas des rigolos, quoi. À Odessa, ils ont massacré des vieux et des gosses, quoi. Mmh, donc c'est des bataillons néo-nazis, heu, qui v dont Hitler pour lesquels Hitler est un héros, hein, il faut le rappeler et donc c'est Bandera. Bandera, il y a encore des manifs à Kiev, de dizaines de milliers de personnes, qui font des manifs pour l'anniversaire de la mort de Bandera, quoi, de Stepan Bandera. Donc on oui, mais j'ai pas vu ce fascisme-là en Russie. J'ai surtout vu une Russie qui n'a pas honte de son passé, qui valorise énormément, les rituels, les pratiques ancestrales, et qui au contraire de nous n'a pas honte des traditions. Alors parfois c'est un peu ridicule, ça peut paraître un peu ridicule pour nous. Tu vois des jeunes à Nijni Novgorod qui, à côté de, la flamme, c'est pas la flamme du soldat inconnu, c'est, la flamme, éternelle qu'il y a dans toutes les grandes villes, marchent au pas avec un instructeur, militaire, des gosses de 17 ans. Et tu te dis: «Mais ça, pour avoir nos gosses ici en Europe faire ça, c'est no way quoi, impossible». Et donc plutôt que les critiquer et dire: «Ouais, mais qu'est-ce qu'ils foutent?» je veux dire, il faudrait voir, ce que nos enfants ici en Europe font. Et donc il y a on est nous ici en Occident, on est en train de dévaloriser le passé. En Russie, ils vivent avec leur temps, parfois même un peu trop à mon goût. C'est-à-dire qu'ils sont, dans la numérisation, à Moscou, tu prends pas un taxi à Moscou, sans smartphone et sans numéro, russe, quoi. Tu ne prends pas un taxi comme ça, tu dois avoir un smartphone, sauf si l'hôtel te le mais tu héles pas un taxi en rue, si l'hôtel te le réserve, ça va. Et donc mais à côté de ça, oui, on n'a pas honte de son passé. Ici, en Europe, c'est complètement ça. Les traditions, tu vois, tu regardes ce qui se passe. Il suffit d'avoir la crèche à Bruxelles chez nous, sur la Grand Place. Je veux dire, c'est totalement scandaleux. Ici, en Belgique, on parle plus des vacances, de Noël. On parle plus des vacances de Pâques. On parle des vacances de détente. Donc ils sont en train de, on la cancel culture n'existe pas en Russie. Tu as une chaîne de resto qui s'appelle la chaîne de resto où j'étais notamment avec Laurent Braillard manger, Claude, Janvier et Lucien Cerise. La chaîne s'appelle, Ukraine. Tu as les stations de métro où, tu as encore, d'abord elles sont superbes, il y a des stations de métro, c'est des œuvres d'art, mais tu as encore des fresques avec la vie, ukrainienne après la Seconde Guerre mondiale. Heu,
tu as une station de train qui s'appelle Kiev. Donc ils n'ont aucune volonté de gommer l'histoire et la culture ukrainienne, au contraire de l'Ukraine qui a fait des autodafés, qui a brûlé des millions de livres, qui a changé le nom de ses rues pour, les remplacer par le nom, de Stepan Bandera notamment, et qui ne veut plus en entendre parler et ça, c'est le point formidablement intéressant de mon documentaire, c'est qu'on voit que et c'est comme ça que ça a commencé après l'Euromaïdan, les milices néofascistes ont détruit les monuments de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que la Seconde Guerre mondiale, c'est ce qu'ils appellent en Russie la grande guerre patriotique. C'est un élément de la mémoire collective qui est essentiel. Parce qu'ils ont perdu 30 millions de gars. L'URSS a perdu 30 millions de gars et donc pour eux, c'est hyper important, mais c'est surtout important pourquoi? Parce qu'ils ont lutté contre le nazisme et le fascisme et quand tu as des milices d'extrême droite financées par les États-Unis qui, en 2014, après l'Euromaïdan, détruisent en premier lieu ces monuments-là, symboliquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire le fascisme est de retour et donc quand Poutine dit, «Notre objectif, c'est d'abord la dénazification Dénazification. de l'Ukraine», c'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a derrière ça, il y a des intérêts géostratégiques et tout ça? Peut-être, mais en tout cas beaucoup moins que les États-Unis, ça c'est sûr. Beaucoup moins que les États-Unis, heu, toute la clique Trump et les autres et ceux d'avant aussi, Biden, hem, c'est je pense que l'intérêt est plus de défendre comme ils l'ont fait pour la Syrie. Je pense qu'ils ont ils avaient défendu les Syriens, heu et le régime de Bachar el-Assad, de manière assez généreuse, contrairement à nous occidentaux qui avons toujours une idée derrière la tête, hein. Bon, mais comment tu définirais, toi, le régime actuel? Parce que, ce qui est paradoxal, c'est qu'on sait que autour du président, qui est juif, il a lui-même d'autres ministres, qui sont juifs. Comment des juifs peuvent-ils, composer avec, l'idéologie nazie? Ouais, ça tu i ça je pense qu'il vaut Lucien, tu le sais bien, est bien plus calé que moi, à ce niveau-là. D'ailleurs, je peux faire, regarde ça, tu vois? À portée de main, hop, ouais, ça c'est lui voilà, hein, Ukraine, la guerre hybride de l'OTAN qui est je veux dire, c'est une bible pour comprendre ça. Je pense que j'avais interviewé un juif prof, d'UNIF, Michel Stachewski, qui parlait, du de lien consubstantiel entre l'idéologie nazie et l'idéologie sioniste et je pense que l'identité peut aussi être instrumentalisée et alors il y a des juifs qui, d'un point de vue culturel, accordent cette importance à ça, mais ne l'utilisent pas, comme, outil de domination du monde. Tu comprends? Je pense par contre que parfois l'identité est utilisée pour avoir plus de pouvoir et heu et en fin de compte, n'a aucun intérêt pour le peuple qu'on dit défendre. Heu, Norman Finkelstein, qui est juif, a beaucoup plus de respect pour son peuple, que Benjamin Netanyahou, qui d'ailleurs, entre nous n'a pas vraiment de racines, juives, hein, si je me trompe pas, hem et donc les identités, hein, meurtrières, comme disait Salman Rushdie, sont souvent, des prétextes et quand tu parles, je suppose, tu parles de Zelensky Oui, qui est soutenu, par Israël d'ailleurs, hein, qui absolument. si un jour il doit filer, à mon avis, je me doute bien où il ira. Il y a d'ailleurs un opposant à Poutine qui, comme par hasard, je fais une petite recherche sur lui, je sais plus comment il s'appelle, mais il est où? Il est en Israël. Il est en Israël, et donc il y a je pense que l'idéologie juive sioniste peut très bien s'accommoder, du nazisme, et on sait très bien à l'époque, la Seconde Guerre mondiale, qu'ils ont collaboré de toute façon avec le nazisme. Il y a eu des collaborations, et tant qu'ils pouvaient vendre leur pétrole ou autre chose, que ça soit aux Allemands ou aux Alliés, ils le faisaient. Voilà,
L'homme, dès qu'il y a un intérêt, je veux dire l'homme qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de principe, tant qu'il y a un intérêt, il vendra n'importe qui, et il tuera son frère si ça lui permet si ça lui rapporte de l'argent. Donc voilà, pour les détails et les précisions, je dis Lucien Cerise, tu l'as déjà invité, il connaît très, très bien ça, il a énormément travaillé là-dessus. Mais malheureusement, d'ailleurs, c'est un prétexte que les médias occidentaux utilisent, hein, de venir dire: «Mais c'est pas possible, pourquoi Zelensky collaborerait avec, des factions, d'extrême droite nazie alors qu'il est juif?» Bah ouais, mais et pourquoi, Zelensky ferait tuer un journaliste, égyptien, qui fait une enquête sur l'achat d'une villa, au Caire, par sa belle-mère? Il est juif, il a pas des valeurs, pourquoi Zelensky serait dans les Panama Papers et aurait pour plus de 40, millions de dollars d'avoirs en Floride? Il a acheté récemment, le domaine de Sting en Italie, le vignoble. Là, il a acheté dans une station de ski la plus huppée, je sais plus laquelle, et je pense pas que c'est une fake news, un resort, un hôtel, dire il est en train de s'enrichir sur, une Europe qui se saigne, pour qui se saigne littéralement, avec des populations de plus en plus pauvres. En Belgique, il y a un enfant sur 5 qui vit en dessous du seuil de pauvreté, qui n'a pas à manger. En France, c'est pareil. Les gens sont en train de crever. Ici, à partir de janvier, tous ceux qui étaient au chômage vont passer au CPS, ce qui va à la fois endetter les communes, ça va être une catastrophe. Il va y avoir de plus en plus de violence, une immigration totalement incontrôlée, hein, qui sert le pouvoir évidemment, puisqu'ils travaillent pour rien et en même temps, ils participent à la déliquescence complète de la société parce que, ils sont perdus. On voit ce qui se passe en Suède, hein, la Suède qui était un pays, exemplaire. On peut la critiquer, mais en tout cas, c'était un pays exemplaire en point de vue, heu, social, est en train de je veux dire, il y a plus de fusillades qu'à Paris, quoi. Donc voilà, tout est lié. Les guerres et l'argent qu'on y met, détruisent à la fois le tissu social du pays, qui donne cet argent. Donc c'est une véritable catastrophe et on sait qu'Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, Macron, et les autres devraient être derrière les barreaux et jugés par un tribunal spécial, type Nuremberg, quoi. Mais jusque quand va-t-on accepter ça? Et des agriculteurs qui je pense qu'en France, c'est ça, c'est un par semaine qui, à l'époque, se suicidait. Oui. Heu, Jusque quand on va accepter ça, avec un Mercosur qu'on nous vend encore, comme la panacée alors que, c'est une catastrophe pour les peuples, pour nos frères brésiliens, et les autres, heu, et pour nous et pour les agriculteurs et français, belges, qui sont en train de disparaître, donc tout est lié, évidemment. Je parle beaucoup, Eric, hein. Non, 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 mais tu es là pour ça, mon cher Alexandre. Est-ce que tu veux bien qu'on passe le teaser du film? Évidemment, évidemment, Alors, évidemment, dans le teaser fait, en collaboration avec, mon ami dont je ne peux pas citer le nom, mais qui fait un super travail et j'espère qu'un jour, il pourra, révéler qui il est parce que, heu, il espère encore, avoir, vu ce qu'il a fait pendant le covid et après, il espère avoir encore, peut-être une reconnaissance de ses pairs, dans le mainstream. Mais je pense que s'ils ont pas compris maintenant les gens, c'est un peu tard. Je sais pas ce que tu en penses, mais et donc voilà, c'est lui qui a fait, ce teaser que je trouve assez chouette. eh bien, on va le regarder. Moscou, 6h43. Le mot Russie est devenu un stimuli en Occident. Quand on entend Russie, on pense à misère, terrorisme, tyrannie, effondrement économique, guerre. Вечная, конечно, память нашим боевым товарищам, которые сложили голову. Because it's our history, and every nation, every person must remember his history. On retrouve des militaires ukrainiens dans le Donbass. Меня русские спасли и вытянули из такой жопы, что мне Ми боремося за правду.
за правое дело. На беспилотник прилетел в школу, уже начали восстановление, но еще видны последствия обстрела. C'est tout simplement une école de Donetsk, dans le Donbass, qui a été bombardée par un drone. Россия сюда за нас не заступилась, нас бы просто бы вот уничтожили, мы это знаем точно. On voit ici toutes les fenêtres détruites. Il y a encore des gens qui vivent ici. En Occident, on dit que Zelensky est un sauveur et Poutine un dictateur. Là, on est à l'université de Donetsk. It's unfair what we see in Western media, that's it, because it's not our reality. Nous sommes les héritiers d'une histoire commune qui a maintes fois démontré que nos peuples sont capables de grandes choses lorsqu'ils sont unis et solidaires. Grâce à vos reportages, à travers vos objectifs, des millions de personnes verront la véritable situation. Donc tu as prévu la sortie pour quand Ah, Eric, on est fou. On s'est fixé le fin janvier. On a une soirée au fait auquel tu es convié évidemment et tous ceux qui nous suivent sont conviés. Qui est, je regarde parce que c'est le samedi 31 janvier. Le samedi 31 janvier. Donc le 30, on fait une soirée spéciale pour faire la première vraiment avec un groupe réduit parce que voilà, on n'a pas fait de contrepartie pour le crowdfunding, mais on en a fait une pour ceux qui donnent 500 € plus, qui pourront accéder à la première et manger avec nous l'équipe. Alors certains diront ouais, mais c'est toujours ceux qui ont le plus d'argent. C'est malheureux, mais on a besoin d'argent, pas énormément par rapport aux productions des chaînes de télévision, mais on a besoin d'argent pour faire un docu comme ça. Et financièrement, on est déjà, c'est compliqué. Donc voilà, donc le 30, il sortira pour la première fois et le 31, là, il y aura une plus grande salle puisqu'on a une salle de à en fait, on fait une Bruxelles? journée à Bruxelles, ouais, à Ixelles, c'est quasiment le centre. On a une salle qui est prévue depuis longtemps où il y aura la projection du film à 14h, et puis il y aura une table ronde, avec plusieurs personnes, un petit concert de jazz et puis une soirée dansante parce qu'on aime s'amuser aussi. Et ça, c'est le samedi à partir de 14h. Vous pouvez trouver ça sur le site, chaospress.be et voilà, ça serait super sympa. On sait qu'on est suivi en France et ça serait super sympa de vous voir aussi. Et évidemment, Eric, tu es le bienvenu, mais bon, je sais que tu es loin aussi, mais si jamais, j'espère que Claude, Janvier pourrait être là, Lucien Cerise, et d'autres, nombreux. On essaie toujours de créer des Je demanderai au doc de Loridan de venir, il est pas très loin de chez toi. ouais, 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 ouais. Évidemment, évidemment, il est le bienvenu. Voilà, donc c'est un défi, mais ça avance bien. Ça avance bien. C'est énormément de boulot, monter un documentaire comme ça. Moi, je suis assez perfectionniste et celui avec qui je travaille aussi, donc on a envie de vraiment faire quelque chose de bien, et où on sort de là et on se dit qu'il y a quelque chose qui va pas et on a envie de le partager le plus possible, et puis j'ai envie d'aller à la rencontre du public aussi, heu, en faisant des projections un peu partout en Belgique, puis en France et puis parce que il faut faire de l'information comme on fait tout le temps, via heureusement internet que ça existe et qu'on peut se relier comme ça et que des centaines de personnes sont en train de nous voir là. Mais la rencontre physique est irremplaçable quand même, hein. Tu ne diras pas le contraire, Bien sûr. et donc je pense que c'est intéressant aussi de pouvoir faire ça, j'attends beaucoup de ça, et là je me donne vraiment à fond, et c'est ouais, c'est un beau projet, voilà. Bon, mais en tout cas, moi qui te suis depuis quelques années,
je constate avec plaisir que tu t'accroches, que tu te bats, que tu tiens le coup, malgré l'adversité, et Dieu sait si les obstacles ont été nombreux sur ta route, mon cher Alexandre. Et au fond, Ouais. aujourd'hui, lorsqu'on te décrit comme un infréquentable, c'est presque comme si on te remettait une légion d'honneur. Parce que les infréquentables, on les connaît maintenant. Les Et in on les sait inf qu'ils sont ouais, les attachés à la vérité. alors les vrais infréquentables sont ceux qu'on voit sur les plateaux de télé, en fait, Voilà. hem et nous, toi comme moi et les autres qu'on traite d'infréquentables et qu'on traite d'extrême droite, d'antisémites, et de complotistes et de tous les noms, au fait, Islamo-gauchiste ouais, c'est aussi. ça. Moi, j'ai d'abord, ces gens qui m'insultent n'ont jamais eu le courage de venir discuter avec moi. C'est toujours via, c'est les j'appelle c'est les soldats du clavier, quoi, ils je veux dire, heu, ils les guérilleros de d'internet et des écrans, donc ils d'abord ils viennent pas, puis ils nous traitent de complotistes parce que c'est tout simplement stratégique. Ils ont c'est pour arrêter la discussion, on le sait. Traiter quelqu'un de complotiste, c'est une manière de dire, heu: «Je ne peux pas discuter avec toi parce que tu es complotiste, mais tu viendrais discuter avec moi, tu n'aurais souvent rien à dire». Et donc ça ne m'embête pas d'être insulté par ces gens, je ne suis pas fâché qu'ils soient pas d'accord avec nous. Ce qui m'énerve, c'est qu'ils font partie de ce système totalitaire qui empêche le débat et pour moi, un des points essentiels d'un système totalitaire, c'est d'empêcher le débat, d'empêcher de discuter et là, on a un point en Europe qui est on est vraiment au sommet, au fait, d'une absence de possibilité de débattre et qui n'a jamais été aussi haute, je pense. Parce que même dans une dictature, on est plus libre parce qu'on sait qu'on peut s'opposer à quelqu'un. En tout cas, dans sa tête, on peut continuer à être libre. Le problème du totalitarisme, c'est qu'on se croit libre alors qu'on est enchaîné. Et comme disait Rosa Luxembourg, j'adore cette phrase: «Celui qui ne bouge pas ne sent pas ses chaînes». Et il y a beaucoup de gens qui ne bougent pas parce qu'ils voilà, ils vont se faire picouser, ils vont prendre un produit expérimental, ils vont écouter ce qu'on leur dit sur l'Ukraine, ils vont surtout pas partir en Russie, parce que c'est une horreur, et donc ils bougent pas et donc ils sentent pas leur chaîne. Mais dès que tu commences à bouger, tu sens que, ouf, les agriculteurs, c'est ça, regarde, hier à Bruxelles, regarde les gilets jaunes, dès qu'ils se sont dit: «Il y a quelque chose qui va pas», on leur a tapé sur la gueule. Et donc moi, j'ai envie de leur dire: «Mais venez chez moi, moi j'ai des enfants, vous croyez que je suis d'extrême droite?» Je veux dire, il y a tout qui vient chez moi, de toutes les nationalités, non, mais on leur a mis dans la tête que, par exemple, critiquer l'immigration massive, c'est d'être extrême droite. Mais tu sais, déjà Orwell à l'époque et ça tu on peut lire dans Simone Leys qui a écrit Orwell ou l'horreur de la politique, qui est une des meilleures, biographie de George Orwell, il dit que l'attitude humanitaire est en elle-même profondément hypocrite. Pourquoi? Parce que, toutes ces ONG et ces gens qui disent: «Oh, accueillons-les, aidons-les», mais c'est simple, non, c'est pas ça le mieux. Le mieux, c'est de permettre aux gens de vivre dans le pays qu'ils aiment et la plupart des gens qui viennent ici, qui immigrent, en Occident, d'abord ils arrivent, ils sont malheureux et puis surtout ils ont personne n'a envie de quitter son pays. En fait, c'est les médias, l'illusion d'un paradis qui fait croire qu'on a envie de quitter son pays. Personne n'a envie. Mais si on a envie qu'ils arrêtent de fuir leur pays, il faut arrêter de les détruire. Et si on arrête de les détruire, les prix, des saloperies qu'on achète vont un tout petit peu augmenter. Et donc la société consumériste dans laquelle on est ne pourra plus exister. Mais les gauchistes bien pensants, ne vont pas accepter ça parce qu'ils veulent à la fois le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent à la fois, dire: «Refugees welcome», comme un témoin disait dans une, émission de Daniel Mermet qui accueillait, des Africains et qui disait, texto, je le cite: «Quand j'accueille un Africain comme ça, je veux dire un immigré, c'est réellement comme un orgasme humanitaire», il avait dit. J'ai gardé cette phrase puisque je l'ai citée
dans un dossier que j'avais fait sur, Bakary qui avait quitté le Mali, le Burkina Faso, et qui avait essayé 10 fois de traverser la Méditerranée, que j'ai suivi, qui a même logé chez moi, et j'avais fait tout un dossier là-dessus et je lui avais posé une question à un moment donné, je lui avais dit: «Si Thomas Sankara, donc l'ancien président du Burkina Faso, n'avait pas été, assassiné par la CIA, les États-Unis, est-ce que tu penses que tu serais ici en Europe?» Il m'a dit: «Non, évidemment. Évidemment que je serais pas là. Bien Évidemment sûr. que je serais dans un pays libre, où on aurait à manger, où on aurait un travail et on pourrait vivre, dans la paix». Et donc voilà, je parle de ça parce que je faisais une digression sur l'immigration. Ceux qui nous traitent de fascistes parce que, on remet en question l'immigration sont en fait les véritables fascistes. Les véritables fascistes, c'est ceux qui n'engagent pas une jeune fille, d'une vingtaine d'années parce qu'elle fait des illustrations chez Kairos et qui lui mettent sous le nez, le dossier fait par un syndicat, qui nous a traités d'extrême droite et qui a fait un dossier, de 45 pages où il me cite 170 fois, en m'appelant penasse dans ce dossier. Donc ça, c'est les véritables fascistes. Ceux qui, si on rentre dans un régime véritablement totalitaire, nous feront tirer dessus sans problème. Ils auront aucun problème. Moi, je les ai vus j'ai vu leur haine pendant le covid. Il manque que le contexte, c'est tout. Et comme dit, je me répète parfois parce qu'il y a des livres qui pour moi sont essentiels. Le livre de Zygmunt Bauman, Modernité Holocauste, il dit au fait que l'Holocauste n'était pas un accident dans l'histoire. Je veux dire, le massacre des Slaves, parce que l'Holocauste, c'est aussi, on en parle beaucoup moins. On a parlé des Juifs, mais c'est surtout des Slaves qui se sont fait aussi massacrer. Des tziganes, des handicapés, des homosexuels, mais ce ne fut pas un accident dans l'histoire et toutes les conditions sont là aujourd'hui pour refaire une destruction massive des peuples, sauf qu'aujourd'hui, c'est encore mieux, puisqu'on a la technologie, on a la reconnaissance faciale, on a tout pour contrôler les populations, mais rien n'a changé. Tu sais, c'était ça, Fukuyama et la fin de l'histoire et tout ce que tu veux. Non, on pensait qu'on avait atteint le fait, non, pas du tout. Ça a continué et le totalitarisme et la haine de l'autre sont toujours là. Le D'ailleurs, le mal, il est en nous. On peut on Le mal, c'est pas quelque chose d'éthéré. Le mal peut se réveiller, en fonction du contexte dans lequel on est. Et c'est d'ailleurs dans ces contextes-là qu'on rencontre les vraies personnes et tu le sais, pendant le covid, c'est là qu'on a vu et on a été étonnés de ceux qu'on pensait qui allaient fermer leur gueule et qui allaient nous dénoncer et bah, souvent, on s'est dit: «Mais merde, en fait, ils sont mieux que ce qu'on pensait» et les autres, ceux avec leurs beaux discours, qui ont dit qu'il fallait, mettre, Chomsky, mais tu t'imagines, qu'il fallait aller mettre, dès qu'on les non vaccinés dans des camps. Donc dès qu'on a touché à l'intégrité physique, le risque de mourir qui était totalement les gens ont arrêté de penser et c'est ce qu'ils font avec les agriculteurs, ils les ont choqués, ils ont mis des électrochocs, ils ont montré toutes ces images et pour moi, ils maîtrisent tout, hein. Là là, ils maîtrisent tout, et paradoxalement, le fait qu'on le montre aussi, fait que ça se diffuse partout. Les gens se disent: «Mais c'est le chaos, ils vont tuer toutes nos bêtes» et là, ils sont prêts à piquer avec l'ARN messager. Ils sont prêts à passer au vaccin ARN messager puisque la plupart des agriculteurs vont l'accepter. Puisque la plupart te disent quand tu les interviews: «Mais pourtant nos bêtes étaient vaccinées». Mais tu sais ce que ça fait à tes bêtes de les vacciner? Tu crois que ça a toujours été utile? Donc ils sont prêts pour l'ARN messager et les agriculteurs qui vont dire: «Mais les gars, on va pas passer à ces vaccins-là qui ont déjà tué assez d'êtres humains. Maintenant on va tuer les bêtes, on va bouffer de la viande avec de l'ARN messager qui peut se transmettre» et ils vont dire: «Mais qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu es un complotiste, hein. Qu'est-ce que tu racontes? Nous, voilà». Donc malheureusement, je veux pas, terminer sur une note négative, mais on est loin d'avoir gagné le combat, hein. Ouais, pourtant il serait salutaire de préciser, je pense que je peux parler pour, un certain nombre de médias, indépendants que tu connais, que je connais. Quand on nous accuse d'être affiliés à une idéologie ou à une autre, il faut que ces gens comprennent qu'ils font totalement fausse route. Nous faisons partie de ceux
qui ont compris que les idéologies politiques n'ont pas d'autre objectif que de diviser les peuples. Alors que ce soit la gauche ou la droite, pour ce qui me concerne, il y a longtemps que je les mets tous les deux dans le même sac. Je ne veux plus entendre parler d'idéologie politique. Nous Mmh. sommes des esprits libres. Nous sommes des gens attachés à la réalité, à la vérité. On n'est Évidemment. ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche, ni du centre. On refuse d'appartenir à ces églises-là, à ces sectes-là. Les partis Complètement, ouais. politiques sont des sectes. Et Ouais. tu constates, il y a un sondage qui est paru chez nous il y a pas longtemps, qui indiquait que 80% des Français ne faisaient plus confiance aux partis politiques. Ça veut Ouais, ouais, dire que ouais. les 20% qui font confiance décident pour les 80%. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vois un commentaire sur Chomsky, alors justement quand tu parles d'esprit libre, c'est bien de rebondir là-dessus. Quelqu'un dit, Chomsky était interviewé, il était trop sénile, il était trop vieux. OK, alors moi je ne vais jamais remettre, en question, la qualité des écrits, de Chomsky, notamment La fabrication du consentement, parce qu'il a dit ça plus tard. Il y a certains chanteurs, c'est différent, je vais avoir du mal à les écouter en sachant ce qu'ils ont fait et les conneries qu'ils ont pu faire. Par exemple, tu vois, quand j'étais gosse, moi j'étais ado, j'adorais Renaud, je continuais à écouter, mais quand j'ai vu ce qu'il est devenu et ce qu'il a fait comme musique, alors que c'était c'était un pote de Coluche, c'était un révolutionnaire, j'espère que Coluche serait pas devenu comme ça. J'ai parfois un peu plus de mal à la continuer à les écouter, quand je veux dire, par exemple, tu vois, Sting, je trouve que c'est un bon chanteur. Quand je sais qu'il a été chanté pour, Klaus Schwab, au Forum économique mondial, j'ai un peu plus de mal. Mais par contre, pour des écrivains, ouais, moi je pourrais lire, je continue à lire je vais pas ne pas lire Chomsky parce qu'il a fait ça, mais c'était juste un pour appuyer le fait, je pense que l'argument de sélénité est un peu facile. C'est juste pour appuyer le fait que même des gens, qu'on aurait pu penser, d'esprit libre, ont totalement, validé, le discours politique qui pourtant, avant, était totalement invalidé par eux-mêmes. Heu ils étaient totalement au courant, de la manipulation politique des gouvernements et pour comme exemple, je peux donner tout simplement, mes profs d'UNIF en psycho, qui me donnaient cours de psychosocial, qui m'ont appris, la manipulation des masses, Milgram, H et tous les autres, la soumission, le consentement, l'obéissance, toutes ces expériences qui montraient à quel point on était fragile, ont été les premiers à conseiller le gouvernement officiellement dans des groupes d'experts politiques, heu, pour pousser les gens, à se faire vacciner. Voilà, tu vois? Ouais. Mais pour te dire la dissonance cognitive, qui est une théorie psychosociale d'ailleurs profondément intéressante, où ils ne sont même plus rendus compte qu'ils participaient au jeu. Que veux-tu? Mais tu as raison de dire, je suis pas du tout dans l'idéologie. Moi, je suis un esprit libre, et comme disait Orwell, qui est un peu j'ai pas de héros non plus, mais je trouve que c'est un des grands, dans la liberté, c'est que demain, si un camp que je défends aujourd'hui, le camp des opprimés, devait devenir l'oppresseur, je défendrai ceux qu'ils oppriment et je défends pas, par exemple, les Palestiniens, je défends d'abord, les opprimés, et on sait comment les opprimés d'aujourd'hui peuvent devenir les oppresseurs de demain. Et donc il faut jamais défendre une identité. Les identités, c'est une richesse à la fois, mais c'est aussi, le début du crime, hein, tu n'es pas comme moi alors, j'ai envie de t'annihiler, mais nous sommes des esprits libres, et alors parfois on me demande: «Pourquoi tu fais ça?» parce que j'en ressens le besoin. J'en ai pas besoin, j'ai d'autres choses. Je suis pas un super militant, même si je fais énormément, j'ai besoin de faire d'autres choses. Heu, de la musique, du sport, d'être en famille, d'être avec des amis, de faire la fête, tu vois? Je ne suis pas que dans la militance, et même si j'aime pas ce mot d'ailleurs militance. Je suis pas que dans le combat politique, mais je trouve que tout le monde devrait faire sa part, on est beaucoup trop peu, et les gens ont trop peur aussi. Les gens, même
Je dis souvent à ceux qui nous écoutent, mais faites cette semaine, vous savez pas quoi faire, écoutez-nous, c'est bien, mais faites cette semaine un acte pour essayer de changer les choses. Ne fût-ce que arrêter de se taire et de faire croire à ceux qui sont avec nous que tout le monde est d'accord avec ce qui est dit. Parce qu'à un moment donné, moi, quelqu'un me disait: «Oui, mais j'en parle pas parce que, tu sais, ils vont pas être d'accord et tout». Non, mais quand tu fais ça, tu Mmh. crées l'illusion d'un conformisme, en fait. D'un je veux dire, tu crées le conformisme et tu crées l'illusion d'un consensus, je voulais dire. Mais au fait, le consensus, comme l'information, comme l'opinion publique, c'est une illusion. Il y a beaucoup moins de consensus que ce qu'on pense. Donc il faut casser partout où on peut, ça va être les fêtes là, dans les dîners de famille, entre amis, gentiment, avec bienveillance. Surtout que ceux qui ont été injectés, c'est encore plus dur, hein. C'était la plus belle manipulation psychologique qui est à grande échelle qui a eu lieu dans l'histoire. C'est ça, parce que les gens vont avoir encore plus dur à reconnaître qu'ils se sont trompés. Donc allez avec bienveillance, mais dites-leur que arrêtez de dire que vous êtes d'accord, arrêtez de les laisser parler, dites à un moment donné: «Stop quoi, stop, stop, stop de me répéter sans cesse que Poutine est un dictateur». Alors si tu dis que c'est un dictateur, OK, mais occupe-toi de Macron quoi. Dire c'est trop facile d'aller dire que Poutine est un dictateur. Occupe-toi de ton président qui est un criminel, notoire quoi. Qui travaille pour Rothschild et surtout pas pour son peuple, quoi. Vous êtes en train de vous faire massacrer la France, tout moi, quand je dirais la plus il faut savoir que la plupart des Belges, quand ils partent en vacances, moi avec mes parents, je partais en France, je tout le temps. Beaucoup de Belges qui avaient les moyens s'achetaient un petit parce que c'est beaucoup moins cher qu'en Belgique, vous devez le savoir, hein, les tu trouves des maisons pour rien du tout en France, beaucoup en fin de carrière, quand ils avaient un peu, d'argent, ils s'achetaient certains s'achetaient une petite propriété en France. Mais je veux dire moi, si j'avais les moyens, je pense que même s'il y a des coins, on en parlait en off, le Lot et tout ça, c'est fantastique, mais je veux dire, ils sont fous, quoi, en Fran ils sont encore plus fous que chez nous, hein. C'est ici, je veux dire, la France, c'est le j'appelle souvent la France le laboratoire du pire, quoi. Heu, c'est vraiment, Bon, je relisais cette semaine, des déclarations de Klaus Schwab dans le Great Reset et on constate, si on ouvre un peu les yeux, que nos gouvernements sont en train d'appliquer, son programme. complètement. Or, Klaus Schwab était assez fier de dire que le Forum économique mondial avait infiltré, la plupart des gouvernements, occidentaux, en parlant de Macron, en parlant de Trudeau, et d'autres. Donc, à force de les voir agir contre nos propres intérêts, et là, tu me tends une perche, Alexandre, pour parler de notre ami, Laurent Louis, qui a décidé de redescendre dans l'arène, ce dont je me réjouis parce que je ne suis pas prêt d'oublier son discours devant la Chambre des députés, de Belgique. Ah, il y en a pas beaucoup qui vont effectivement l'oublier. Donc Voilà. c'était un des seuls qui a eu le courage de nommer ce qui laisse une cicatrice profonde dans notre société, c'est-à-dire l'affaire qu'on a appelée l'affaire du trou, qui n'est pas du tout une affaire du trou, mais qui est une affaire des réseaux pédophiles. J'ai d'ailleurs interviewé Xavier Magnier, l'avocate du trou. J'ai interviewé un des gendarmes et donc je sais très bien que Laurent Louis revienne dans l'arène. Comme je t'ai dit en off, je sais que, il pense que je ne veux pas, l'interviewer parce que je ferai une sorte de censure ou de boycott. C'est pas ça. C'est que j'ai envie de préparer ça. La plupart de mes interviews, je les prépare longuement à l'avance et que pour l'instant et avant, on est très peu, il faut savoir, hein, chez Kairos. On est, la tête dans le guidon en permanence et là, en plus, jusque fin janvier avec ce documentaire qui me tient vraiment à cœur, je pourrais pas le faire. Alors à partir de février, c'est tout à fait envisageable. De toute façon, voilà, les élections ne sont pas tout de suite, c'est pas que pour les élections, mais je me demande encore, moi-même qui ai essayé de faire un mouvement politique, local ici, dans ma commune, si c'est possible parce que c'est cadenassé de partout, donc s'il pourrait y arriver, il essaye, c'est tant mieux, mais c'est pas gagné, hein. En tout cas, des gens comme lui sont trop rares pour que, il puisse passer, inaperçu. Pour ce qui me concerne, comme je te l'ai dit, je le suis depuis longtemps. J'admire son courage, j'admire son intégrité et j'admire la façon dont il remet les gens Évidemment.
à leur place. Et nous avons besoin, nous, de porte-parole de Ouais. la dissidence. Quand on a un porte-parole de la dissidence de la qualité de Laurent Louis, on va pas le laisser sur le bord de la route. Alors je te disais hors antenne, qu'en ce qui me concerne, je vais naturellement faire tout ce que je peux pour lui donner un peu de visibilité, parce que tu sais bien que les médias mainstream vont de toute façon lui fermer la porte au nez. On ne peut pas compter sur eux pour essayer de... Je ne crois pas Non, beaucoup évidemment, et on peut au combat politique, hein, Alexandre. Moi, j'ai toujours en tête la phrase de Mao qui dit que le pouvoir est au bout du fusil. Et dans un monde comme le nôtre, je crois que c'est plus vrai que jamais. Mais en attendant, dans les solutions intermédiaires, il y a des gens comme Laurent Louis, et on peut annoncer peut-être à nos amis internautes que nous pas de problème. recevrons Laurent Louis sur la chaîne TV ADP, et que nous, toi et moi, toi en qualité de Belge, tu as plus de légitimité que moi. Un euh, Belge qui euh, a plus d'activité qu'un Français. On dit qu'en Belgique, on est plus humble en général, mais pas toi, hein, en plus, tu es même plus en France, mais c'est vrai que les Français parfois, on a plus d'autodérision quand même. J'aime pas les stéréotypes, mais il faut de temps en temps on peut, surtout les Parisiens, hein. Les Parisiens, ils devraient parfois un peu se, pas tous, hein, de nouveau s'écraser, mais donc les Belges, on essaie de, on pen en tout cas, je pense moi, et que l'humour, on est un plus petit peuple, donc c'est parfois, on a moins de, on est moins, comme on dit en Belgique, on pète pas plus haut que son cul, ou moins. Mais il y a pas de et, problème, moi je veux bien, je veux juste, préparer ça, et voilà, et après je veux bien le recevoir. Tu sais, moi je veux faire des débats avec tout le monde. Ceux qui refusent en général, c'est ceux qui sont au pouvoir, et ou bien qui ont, une visibilité médiatique, ou ceux qui espèrent un tout petit peu, encore être sauvés par le système qui est en train de les broyer. Mais sinon les autres, je peux le faire. C'est juste qu'à un moment, j'essaie de m'aménager des temps aussi, on vit qu'une fois, tu vois? Où je fais les choses, que j'aime. Même si j'aime ce que je fais, j'ai aussi, heu, j'ai aussi envie de faire d'autres choses, bien voilà. sûr, Joyeux bien Noël à sûr. tous et paix aux hommes de bonne volonté. Beh, tout à fait, nous dit, Eliane. Alors, donc on est presque au bout de l'émission, Alexandre. Quelques mots de conclusion. J'aurais souhaité qu'on aborde plein d'autres sujets ensemble, mais bon, c'est la fin de l'année. On est tous un peu au bout du rouleau. Je pense que tu vas prendre Ouais. quelques jours de repos, non? Ouais, ouais, mais écoute, de toute façon, on en reparlera. Ça sera d'autant mieux quand il sortira. Alors je sais pas, on pourra pas le mettre, sur tous les réseaux comme ça, gratos, parce que c'est aussi un moyen de se rencontrer. Si tout le monde l'a vu, les gens viendront plus, donc je sais pas comment on va faire pour, d'abord on va le diffuser dans les salles, c'est sûr. Après, est-ce qu'on va faire une diffusion, ou voilà, en tout cas, tu le sais, la gratuité coûte cher, comme on dit dans les milieux un peu où on se bat, et il faut essayer de faire un peu de rentrée d'argent, parce que demain, si on n'a plus rien, ben, on ferme boutique. Donc ce documentaire, on va d'abord le diffuser en salle, et je sais pas s'il y a des réseaux comme Vimeo ou quoi, on peut, mais on pourra pas le lâcher comme ça, on va peut-être mettre un extrait plus long, mais on pourra pas le lâcher comme ça, même si j'aimerais bien, hein. Mais voilà, on n'a plus d'aide à la presse périodique qu'on avait avant. Certains me disaient: «Ouais, mais c'est une aide d'État et tout». Non, on avait dit: «Non, on la prend. On la prend, mais on reste libre». Parce que vous vous trompez de combat. L'argent que l'État possède, c'est votre argent à vous. Donc moi, j'ai pas de honte à avoir de l'argent, de l'aide à la presse périodique, l'aide à la presse périodique. Par contre, si comme condition de ces subsides, tu fermes ta gueule, là, ça va pas, et c'est ce qui se passe. Nous, on l'a pas fermé, nous ils nous les ont enlevés. C'est une preuve. Mais ça nous fait mal, puisque c'est entre 70 et 80 000 € par an qu'ils nous ont pris. Qui est très peu, mais qui est très peu par rapport à ce qu'eux coûtent, hein. La RTBF ici, c'est des subsides de 400 millions d'euros. Les groupes comme IPM, Rossel et tout, c'est des dizaines de millions d'euros. Mais ça nous permettait de compenser,
et d'avoir à l'époque une équipe de 4 plein temps. Voilà, ça c'est terminé et donc on a besoin, d'aide et donc ceux qui peuvent, qui nous entendent, qui peuvent nous aider pour ce crowdfunding, donner, à la mesure de leurs moyens, ça sera, super et puis je te dis, on parlera de ce documentaire encore. J'espère qu'il fera date parce que je pense qu'on l'aborde d'une manière, qui n'existe pas encore pour l'instant, heu voilà, il y a plein de sujets qu'on n'a pas soulevés mais c'est pas grave, je pense qu'on en a soulevé pas mal et j'ai dit des points importants de ce voyage et ce que je voudrais rajouter pour terminer, c'est que l'effet le plus vicieux, le plus négatif de cette propagande, c'est que ça tue notre curiosité et ça nous fait haïr des gens qu'on ne connaît même pas C'est ça. et ça ne nous donne même plus l'envie d'aller voir ailleurs, dans d'autres pays, ça nous donne même plus envie d'aller voir une autre information et donc je veux dire que si j'avais écouté les médias de masse et ben, en fait, je ne serais jamais parti. Je serais resté devant ma télé, j'aurais dit: «Beh, c'est comme ça» et il faut sortir de la matrice quoi, absolument, et j'espère que ce documentaire contribuera à ça. Voilà. En tout cas, pour ma part, je me réjouis que des gens comme toi aient été invités, dans le Donbass parce que ton témoignage, est crédible. On sait, nous tous qui te connaissons, depuis un moment, que tu es un esprit intègre et pas quelqu'un qu'on achète. Donc Mmh. il est évident que ce documentaire, va avoir de la valeur parce qu'on va y trouver de la vérité, la réalité que vivent les gens du Donbass et non pas ce que nous racontent, nos médias mainstream qui sont de toute façon, heu, en dessous du caniveau. Je n'ose même plus les situer. Je dois dire que je suis incapable aujourd'hui d'écouter un journal télévisé. Mmh. Je j'aurais envie de vomir toutes les 2 minutes parce qu'évidemment, on identifie leurs mensonges, on identifie leurs méthodes et on identifie leurs arrière-pensées. Malheureusement, nous ne sommes plus une démocratie et des démocraties et des États de droit en ce qui concerne l'Europe en particulier. Nous sommes devenus une espèce de prison à ciel ouvert géante où on a l'illusion de la liberté, mais c'est une fausse liberté, puisque, comme tu le disais tout à l'heure, on nous catalogue, on nous met dans des catégories, et toi et moi avons le malheur d'appartenir à une catégorie que le pouvoir n'apprécie pas. On Le philosophe Thucydide disait, «Il faut choisir se reposer ou être libre». C'est ça. Heu, c'est être libre, ça demande de l'énergie, du courage, et le courage, c'est ce qui manque à beaucoup ces temps-ci, même si je me présente pas comme quelqu'un de courageux. Parfois, quand on me dit: «Bravo pour ce que tu fais», sans prétention, fausse prétention, ça me paraît tellement naturel, mais je dirais c'est plus les autres, heu, disons que les autres qui ne font pas ce qui serait normal de faire, c'est-à-dire défendre la vie, défendre ce qui est, défendre l'avenir de nos enfants, c'est plutôt eux qui sont, c'est plutôt là qu'on doit voir, quelque chose de pathologique. Mais nous faisons quelque chose de normal. Ce qui Alors ça paraît extraordinaire parfois parce qu'on a tellement affadi, ce monde qu'il y a plus rien d'extraordinaire qui soit s'y passe. Quand j'ai posé ma question en plein direct devant 2 3 millions de Belges sur les conflits d'intérêts, heu, ça a fait un boom, mais j'ai dit: «Mais cette question n'a rien d'extraordinaire». Ce que ça met juste en évidence, c'est que les journalistes ne font plus leur boulot depuis des années et que c'est quand ça. vous entendez une question normale, vous réagissez comme ça et leur réaction du public est normale, hein, des spectateurs. C'est tout à fait normal, mais ça fait tellement qu'on n'a plus entendu, heu, qu'on n'entend plus d'esprit libre, que quand tu entends quelque chose, tu dis: «Waouh», je veux dire, tu as perdu le goût et on te redonne, un fruit de la passion et tu dis: «Waouh», mais heu, mais c'est le fait d'avoir perdu le goût qui est anormal.
C'est pas celui qui te tend un Absolument. fruit de la passion, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mon cher Alexandre, ça a été un vrai plaisir de te voir et de Merci t'entendre. merci d'avoir, d'avoir fait cette émission. C'est toujours un plaisir de faire ça avec toi et on lâche rien, comme on dit. C'est un plaisir partagé. On se écoute, tiens-moi au courant pour la sortie du documentaire parce que j'aimerais bien Évidemment. que ou Claude, ou le doc Loridan, viennent représenter, la chaîne au moment où tu le Tout à fait. présenteras Si et on en quelqu'un peut faire parlera. une petite interview ce soir-là, ou voilà, c'est super. Je dis, il faut qu'on collabore ensemble souvent, qu'on continue à les ponts sont déjà là, mais qu'on continue à tout faire pour qu'ils soient plus durs, solides et surtout empêcher que certains les détruisent. Exactement. Merci infiniment, Alexandre. Merci Amis internautes, merci beaucoup, merci à d'avoir tous. été, présents pour, cette avant-dernière, émission. Comme, on vous l'a indiqué, on va fermer la boutique pour, quelques jours parce qu'on est tous, vous savez ce que Claude Jambier, vient de traverser. Vous savez ce que nous avons tous traversé ensemble avec la mort d'Olivier Soulier, la mort, du docteur Gaillet, avec la mort du général, Dominique de la Warde. Cette année a été quand même pénible à vivre pour, nous tous. Nerveusement, émotionnellement, on est tous un peu à bout. On a besoin de recharger les batteries et on reviendra plus fort à partir du 5 janvier. Demain soir, nous avons décidé de réunir l'ensemble des chroniqueurs de la chaîne pour vous souhaiter de bonnes fêtes et puis échanger un peu avec vous tous si vous le souhaitez. J'en profite pour saluer SSSQ, qui est le 3e modérateur du chat, qui est arrivé après Sam. Je vous remercie encore pour votre fidélité et puis pour votre soutien. Et puis surtout, allez sur le site de Kairos. Kairos est un média qui a besoin d'argent pour fonctionner. Et il faut que la dissidence soit présente, non seulement pour les médias indépendants, mais aussi pour des gens comme Laurent Louis, qui prennent des risques incommensurables alors qu'ils pourraient vivre égoïstement dans leur petit confort. Les gens comme ça sont trop rares pour qu'on ne les remarque pas. Alors, s'il vous plaît, soyez présents. Et puis, je vous dis à demain. Alex, à bientôt. Merci Eric. Salut à tout le monde. Long, long time ago. God save the king. Oh my